La dernière fois que j'ai réalisé une interview sur le sommeil, c'était il y a 4 ans et demi. Je n'avais jamais abordé à nouveau ce thème pourtant si crucial pour les parents. Le sommeil, qu'on se le dise, c'est le nerf de la guerre dans la parentalité. Des parents reposés seront plus à même à gérer leurs émotions et ceux de leurs enfants. Des enfants reposés apprendront dans de meilleures conditions, grandiront de manière plus sereine et auront moins d'épisodes de crise dus à leur fatigue. Bref, vous le savez aussi bien que moi, quand tout le monde dort, la vie est bien plus belle. Si vous vous êtes lancé dans l'écoute de cet épisode, c'est que potentiellement vous êtes concerné par ces problématiques. Avec Caroline Ferriol, fondatrice de la Fée Dodo, on revient sur les bases du sommeil et sur son approche. Vous comprendrez dans cet épisode le rôle que vous pouvez jouer pour accompagner au mieux votre enfant. Il n'y a pas de recette miracle, parce qu'elle n'existe pas, malheureusement, mais il y a plein de pistes à explorer pour vous aider au mieux. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode à un parent qui a des difficultés avec le sommeil de son enfant. Merci, prenez soin de vous. Salut Caroline. Salut Clémentine. Je suis ravie de t'avoir avec moi ici en studio parce qu'on va parler d'un thème tellement important, crucial, central de la vie des parents. Enfin, pas pour tous apparemment. Il y a des gens pour qui c'est pas un problème. Mais on va parler de sommeil. Ouais. Et ma première question, c'est pourquoi toi, en tant que personne professionnelle, tu t'es intéressée au sommeil des tout petits ? Oui, pourquoi c'est ma passion aujourd'hui ? Alors moi, ma passion à la base, c'est l'accompagnement des personnes, c'est le soutien. Moi, j'ai une formation de psychopédagogue de la relation. J'ai un master de sociologie, UFR psychologie, donc vraiment l'humain et en recherche et en accompagnement. Et puis quand j'ai eu ma fille, quand j'ai décidé de faire un enfant, en fait, je me suis dit, je veux vraiment pleinement m'investir dans ce rôle de mère et je vais arrêter de travailler 2 ans avant même d'être enceinte, et je veux prendre du temps pour être mère, pour faire plein d'enfants, pour me renseigner, etc. Et j'ai passé du coup 2 années à me former sur le développement de l'enfant, sur le sommeil entre autres, la nutrition, sur la parentalité, qu'est-ce que c'est, quel est le mode de parentalité que je voulais avoir aussi, la grossesse, l'accouchement, enfin voilà, tout ça. Et puis j'ai été enceinte. Ma grossesse a été assez difficile. Assez douloureuse même, avec des choses qui n'étaient pas comprises. J'ai fait un diabète gestationnel non détecté. Et puis, j'avais prévu un accouchement par voie basse avec une doula sur un plateau technique. Et puis, ma fille est arrivée en fait 1 mois avant, en césarienne code rouge, parce qu'elle était en siège et que surtout, elle avait un gros problème de déficience cardiaque en urgence. La césarienne a été violente, très violente, parce que très certainement urgente, donc voilà. Et du coup, j'ai été projetée dans ma maternité, à la fois avec une forme de traumatisme, mais aussi avec la découverte que même après 2 années à avoir travaillé sur comment je serais cette future mère, même à avoir travaillé pendant des années avec les enfants, parce que je suis passionnée par beaucoup de choses et donc j'ai fait beaucoup d'études, j'ai pas fait que ça, j'ai fait beaucoup de formations et j'ai payé tout l'ensemble de mes formations en étant nounou. Donc j'ai beaucoup été au contact des bébés. J'étais censée être une future mère au top du top, quoi. je sais tout faire. En plus, je me suis formée. Enfin, normalement, je suis au top. Et en fait, dès la naissance de ma fille, en dehors même du traumatisme, le poids et la responsabilité de ce nouveau rôle de mère m'est tombée dessus, vraiment. Comme l'image de 3 énormes camions qui me roulent dessus avec une forme de quelque chose d'assez insurmontable. Et c'est ce qu'on appelle le regret maternel. Maintenant, il y a des mots posés là-dessus. Il n'y en avait pas à l'époque, c'était il y a 6 ans. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ma fille, en fait, s'est mise à hurler nuit et jour à partir de ses 15 jours de vie. Sans aucun temps de pause, avec aucun temps d'éveil calme. Et puis, c'était pas des petits chouinements, c'était hurlements
hurlements en non-stop. Et j'ai fait le tour d'énormément de professionnels. J'étais censée avoir un bagage. Je ne savais pas quoi faire pour ma fille. Donc j'ai vu des médecins, des pédiatres, la PMI, des ostéopathes. Et puis j'ai commencé à me tourner vers plein d'autres choses pour essayer de trouver ce qui se passait, sans succès pour personne. Un médecin de la PMI l'a mise sous Inexium pour RGO interne, ce qui n'a rien changé. Pendant un mois. Et puis, à ces 4 mois, j'ai fait la rencontre d'un ostéopathe qui m'a dit, là, votre fille, elle a des sacrées tensions. Sauf que j'avais vu 4 ostéopathes avant qui ne l'avaient même pas manipulée. Et il m'a dit, non, mais elle a vraiment des tensions. Le fait d'être en siège, d'avoir eu la double circulaire, etc., plus la césarienne. Et elle est bloquée, en fait. Donc, c'est pour ça qu'elle a du mal à téter, c'est pour ça qu'elle hurle sans cesse et que c'est difficile. Il l'a manipulée et un mois après, enfin, pas un mois après, le jour même, immédiatement, elle a changé, ma fille. Et un mois après, il l'a revue et elle a commencé à avoir des temps d'éveil calme. Et à partir du moment où elle a été mieux, j'ai pu me rendre compte qu'elle avait des troubles du sommeil. Parce que j'avais un bagage sur le sommeil et sur le fait que de quoi avaient besoin les enfants pour se sentir bien. Et là, je me suis dit, ok, là, ça va pas. En fait, elle va mieux, mais elle dort toujours pas. Et à l'époque, se présentaient à moi uniquement 2 voies pour la question du sommeil. Moi, j'avais un gros bagage sur savoir que ça n'allait pas, mais je savais pas comment faire pour que ça aille mieux. Et les 2 voies qui m'étaient proposées, souvent par les médecins ou les réseaux, etc., les livres, j'ai lu tout ce qui se trouvait sur le sommeil à l'époque. Je crois que c'était 7 livres sur le sommeil. C'était soit un bébé, ça dort pas, c'est normal. Et moi, je savais que c'était pas vrai. Et qu'elle avait besoin de dormir. Et moi aussi, d'ailleurs. Et la deuxième, c'était laisse-la pleurer seule dans sa chambre. Et puis, elle finira bien par dormir. Et ça, pour moi, c'était pas du tout envisageable non plus. Et du coup, à ces 6 mois, j'ai fait appel à une consultante en sommeil qui s'était formée aux États-Unis, qui avait travaillé en Angleterre, je crois, et qui était une des premières en France à ce moment-là. Et dans mon cas spécifique, mais parce qu'il y avait déjà une hygiène de sommeil importante, vu que j'avais beaucoup d'informations de base, dans notre cas à nous, ma fille, dès le premier soir, alors qu'on la surnommait la nightclubeuse, et qu'elle faisait des insomnies toute la nuit, etc., qu'elle faisait que des siestes de 30 minutes, dès le premier soir, elle a dormi toute la nuit. Dès le premier soir, une nuit complète. Et le lendemain, quand je l'ai posée dans son lit pour les siestes, elle m'a regardée, elle a tourné la tête, elle s'est endormie, elle a dormi 3 heures. Et en fait, elle s'est mise à faire que des siestes de 2-3 heures. Et en fait, ma fille était une grosse dormeuse, parce qu'elle est hypersensible et voilà. Les chiens font pas des chats. Mais et donc, à partir de ce moment-là, en fait, ma fille a commencé à dormir extrêmement bien. Et moi, j'ai découvert vraiment mon enfant, en fait. Elle s'est mise à sourire, elle s'est mise à manger correctement, elle s'est mise à interagir, j'ai pu découvrir ma parentalité, mon enfant, et j'ai pu me rendre compte à quel point, oui, le sommeil, c'est extrêmement important. Et en plus de ça, ce que m'avait donné la consultante à l'époque, c'était, j'ai eu une sorte d'image dans ma tête, c'est comme si elle m'avait donné une pièce qui manquait à tout le puzzle que j'avais, moi, depuis toutes mes années de formation, que ce soit ce que j'ai fait pendant ma grossesse ou mon métier de psychopédagogue de la relation et d'accompagnement. Et c'est comme s'il m'avait donné la pièce qui faisait que tout le puzzle se mettait et donnait une image hyper claire. Et de l'ensemble des recherches que j'avais fait jusque-là, je me suis dit, mais waouh, là, ce que je vois, en fait, personne ne l'a posé, personne ne le dit, alors qu'il y a un vide intersidéral sur cette question du sommeil pour avoir cherché. Et ça a été fulgurant. Et là, j'ai déclenché une passion et une urgence presque dans les tripes, en fait. Quelque chose de viscéral et aussi, je pense, quelque chose qui voulait réparer,
en fait, qui voulait réparer parce que j'ai passé les 6 premiers mois de vie de ma fille, ça a été un cauchemar. Et j'ai fait une dépression postpartum, et j'ai fait un regret maternel. Et c'était vraiment poussé vers la santé, bien sûr, des bébés et des enfants, parce que j'ai vu le changement sur ma fille et c'était extrêmement présent donc dans ma maternité. Mais il y avait quelque chose d'extrêmement fort aussi du côté des mères, en fait, du soutien aux femmes. Et qu'il y a quelque chose qui me disait, je veux pas que aucune femme n'ait à vivre ce que j'ai vécu, et je détiens quelque chose qui peut permettre que ça change, en fait, que toutes ces situations-là puissent ne pas être vécues et que des bébés, des mères puissent vivre une parentalité beaucoup plus apaisée. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à accompagner des personnes bénévolement pendant 1 an. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler beaucoup, mon mari s'est tourné vers moi et il m'a dit « Mais là, Caroline, tu travailles, en fait. Le deal, c'était que tu arrêtais de travailler pour faire des enfants, etc. Et que moi, je travaillais. Mais là, en fait, toi, tu travailles énormément. Et puis là, ce que tu fais en accompagnement bénévole, il faut aussi une structure légale, etc. Et je dis oui, c'est vrai. Et de là est né Fedodo. J'ai créé Fedodo et à partir de là, ça a été très fort. J'ai commencé à rédiger le livre qui est là, que j'ai réussi à sortir qu'en janvier 2023, mais qui était un appel très fort pour moi, ce livre, pour que les informations soient diffusées au maximum, le plus facilement et accessible pour tout le monde. Je le montre, le livre. C'est le grand guide du sommeil de mon bébé. Si vous regardez sur YouTube, vous l'avez là à la caméra. C'est chouette parce que ça vient de ton besoin personnel. Tu as répondu à un besoin et derrière, tu t'es formé. Ça fait écho, j'ai l'impression, à moi aussi. Quand je me suis posé plein de questions avec ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on l'a bien compris en écoutant ton histoire, que le sommeil, c'est un des piliers de la santé. C'est quoi l'hygiène du sommeil? Et est-ce qu'il y a toujours une solution à nos problèmes avec les enfants? Alors, du coup, justement, oui, moi je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme vide en fait d'informations sur le sommeil et d'informations du côté de l'hygiène de sommeil, en effet. L'hygiène de sommeil, le fait d'avoir des notes. Baisse, enlève. Ferme-le, tu sais mieux répondre. Il faut que je le gère différemment. Regarde-moi, comme ça tu me racontes à moi. L'hygiène de sommeil, c'est ce qui va faire référence à tout un ensemble de pratiques et de routines qui vont permettre de favoriser un sommeil sain et réparateur. Il faut vraiment que je... Ferme-le, franchement, tu sais ce que tu... Ferme-le, parce que comme ça, la caméra, on ne verra pas. Regarde, ferme-le. Oui, mais tout à l'heure, mais tu pourras le reprendre après, mais si tu te le fermes là, et après, tu le réouvriras. Allez, c'est bon. On fait juste une pause et... Tac, ok. Allez, c'est bon. Tu veux pas le fermer? Non, mais fermer l'écran comme ça, c'est plus facile pour nous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Excuse-moi. Donc, c'est quoi l'hygiène de sommeil? L'hygiène de sommeil, c'est tout ce qui va permettre de pouvoir entraîner un sommeil sain et réparateur et en fait une bonne santé. L'hygiène de sommeil, c'est comme l'hygiène alimentaire. On parle beaucoup d'hygiène alimentaire, en fait. C'est ce qui va permettre, dans l'hygiène alimentaire, d'avoir une bonne santé, une bonne digestion, etc. Et bien, l'hygiène de sommeil, c'est tout le cadre autour du sommeil qui va permettre à tout un chacun de dormir le quota de sommeil dont il a besoin, d'avoir une qualité de sommeil adéquate et de se sentir bien. De ne pas être en manque de sommeil, de ne pas développer des troubles du sommeil, comme en hygiène alimentaire, par exemple. Et est-ce que, je te posais cette question, est-ce qu'il y a toujours une solution à un problème? Ou est-ce qu'il y a des enfants, oui, effectivement, avant 6 ans, 7 ans, le sommeil sera un problème? Alors, il y a toujours une solution au sommeil. À partir du moment où ce n'est pas pathologique. D'accord. Il y a des troubles du sommeil pathologiques. C'est une infime partie des troubles du sommeil. Donc, ça va être l'apnée du sommeil en lien avec des maladies, vraiment, des fonctions corporelles qui vont avoir un problème. Notre production de sérotonine, par exemple, donc de mélatonine derrière, notre équilibre hormonal. Ça, c'est physiologique, avec une problématique du côté de l'organisme. Ensuite, du côté des troubles du sommeil liés à l'hygiène de sommeil et au comportement, tous les troubles du sommeil sont résolvables. Tous. Pour tout le monde, à 100%. À partir du moment où
le parent se sent en compétence de pouvoir aller vers ça. C'est-à-dire que tous les troubles du sommeil, c'est important de faire cette nuance-là, tous les troubles du sommeil sont résolvables, mais à un moment donné, on n'est pas forcément, nous, à même, c'est pas forcément le moment pour nous de résoudre les troubles du sommeil. Si je peux dire les choses comme ça. Quand on n'a plus d'énergie, quand on est englué dans nos problèmes à nous, des fois on n'a pas cette énergie à donner à nos enfants pour le régler à ce moment-là. Oui, complètement. Et puis ces troubles du sommeil, ils peuvent faire appel à des choses dans l'histoire familiale et on a besoin de régler d'autres choses avant ça et dans notre mode relationnel avec notre enfant. Et c'est pas forcément le moment pour nous, quelle que soit la raison en fait, de résoudre ces troubles du sommeil. Mais par contre, ils sont toujours résolvables. Ok. Comme ceux des adultes, d'ailleurs. Je pense que juste cette phrase, ça donne beaucoup d'espoir à tous les parents qui se disent que tant pis, il faut attendre et c'est comme ça. Non. Ce qui peut être une posture, comme tu dis, à certains moments dans nos vies, parce que c'est juste pas le bon timing pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire et la clarté ou, comme tu dis, l'envie. Ou d'aller chercher, gratter des choses qui nous dérangent un peu. C'est chacun son timing. C'est ça. Mais de savoir qu'il y a potentiellement une solution à un moment, quand on l'aura décidé et que ce sera le bon moment, c'est aussi... ça donne de l'espoir. Oui, et il n'y a pas qu'un seul chemin en fait. C'est pour ça que je reviens sur l'idée des 2 chemins qui étaient proposés. Soit tu le laisses pleurer tout seul dans sa chambre, soit un bébé ça dort pas. Non, en fait, l'histoire de sommeil de chacun, elle revêt. Aujourd'hui, on a accompagné des dizaines de milliers de familles depuis 6 ans. Il n'y a pas un seul chemin identique en fait. Parce que tout dépend de l'enfant, de la famille, de l'environnement, de son âge. Aujourd'hui, ce qui va impacter le sommeil, moi je l'ai regroupé en 8 grandes familles. C'est ce que j'ai conceptualisé, entre autres, dans le livre. Et sur au sein de ces 8 grandes familles, il y a une centaine de facteurs qui vont pouvoir avoir une influence sur le sommeil. Et donc, à partir de là, c'est vraiment propre et unique à chacun. Aussi, le mode de résolution, il y a tellement de leviers sur lesquels on va pouvoir avoir une action. Et il y a tellement de leviers aussi qui vont... Parfois, il y a 3 leviers en jeu, mais il n'y en a qu'un seul que le parent va vouloir actionner. Et finalement, ça va aller dans leur équilibre à eux, leur chemin à eux, leurs objectifs à eux vis-à-vis du sommeil. Et c'est très bien comme ça, en fait. Chacun... Il n'y a pas de loi autour du sommeil. C'est important. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de toujours dire, d'enlever le mot devoir. Souvent, on me dit combien un bébé doit dormir. Je dis combien il a besoin de dormir. Je peux le dire. On a des chiffres. Il doit dormir. Il n'y a aucune obligation légale quant au sommeil. Heureusement d'ailleurs, ce serait compliqué pour ça. C'est ça. Justement, est-ce que tu peux nous donner cette fourchette des besoins des bébés en fonction des âges ? Parfois, on est un peu perdu parce qu'on ne sait plus. Est-ce que c'est dans la norme ? Je mets des guillemets avec mes doigts. Ouais. Ou est-ce que là, attention, il faut faire quelque chose pour que ça revienne à un équilibre pour la santé du bébé ? Oui. Je peux faire ça. Je mets juste des guillemets autour de tout ça parce que moi, je vais donner les chiffres de Fedodo. Vas-y, je t'en prie. Et c'est important de savoir d'où sont tirés ces chiffres. Ils sont tirés de sources officielles. Aujourd'hui, les sources officielles, c'est l'INSV et la National Sleep Foundation. Mais nous, on s'est écarté des chiffres de la National Sleep Foundation parce qu'ils ont été remis à jour récemment. Et pour moi, c'est plus des fourchettes, c'est des râteaux. Comme dit Gad Elmaleh, je ne sais pas si vous savez la référence. Voilà, c'est ça. C'est vraiment des râteaux. Et nous, dans l'exercice quotidien auprès des familles, on sait qu'on ne peut pas donner des fourchettes de 0-3 ans, en fait. Ah oui, non. Oui, moi, je pensais que tu allais me dire 0,4 mois. Eux, c'est 0,3 ans. 0,3 ans. Avec des fourchettes qui vont de 9 heures de sommeil par 24 heures à 18 heures. Je comprends le râteau. et donc, pour moi, c'est pas possible. Donc, nous, on a construit nos propres données que je donne dans le livre qui sont publiques. Donc, c'est gratuit. Elles peuvent être téléchargées sur notre site ou autre. Et donc, je peux te donner les moyennes. Vas-y, je t'en prie. Je vais les reprendre de manière exacte. Il est tout petit, le tableau. Mets-toi devant le micro. Pardon. Alors,
Pour les chiffres, je vais donner les fourchettes et puis les moyennes. C'est peut-être pas mal. Est-ce que tu veux aussi les temps d'éveil, la répartition, les siestes? Donne les chiffres principaux, ce sera plus simple. Ok. De 0 à 2 mois, du coup, en moyenne, les bébés vont avoir besoin de dormir entre 16 et 20 heures par 24 heures. La moyenne à ces âges-là, c'est plutôt 17-18 heures, globalement, surtout sur le premier mois. Ensuite, ça descend aux alentours de 16. Entre 2 et 4 mois, la fourchette, chez nous en tout cas, elle va être de 14 à 18 heures, avec en moyenne, c'est 16 heures. On peut retenir 16 heures globalement. Pour les petits entre 4 et 8 mois, la fourchette, elle reste de 14 à 18 heures. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas avec un bébé, donc c'est important de l'avoir en tête. Et avec une moyenne globale aux alentours de 15 heures. On a pas mal de bébés qui sont sur du 14-30, 15 heures, puis une autre majorité de bébés aux alentours de 15h30 en moyenne, suivant court et long dormeur. Pour entre 8 mois et 15 mois, la fourchette, elle va osciller entre 13 et 17 heures. Je tiens à dire que les petits qui dorment 13 heures par 24 heures entre 8 et 15 mois, c'est important que ce ne soit pas du quotidien. C'est-à-dire que c'est de manière exceptionnelle en fait. Si on a un petit dans ces âges-là qui va dormir 13 heures par 24 heures, il y a certainement un petit souci quelque part. Ok. Et donc la moyenne dans ces âges-là, c'est 14-15 heures par 24 heures. Globalement, juste pour donner les références, les nuits des enfants, c'est en moyenne, c'est 12 heures. C'est facile à se retenir, 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Et donc, quand vous avez la moyenne autour des... Donc, c'est 11-12 heures, suivant le temps. 11 à 13 heures, parce qu'il y a pas mal de petits sur du 13 heures. Il y en a d'autres sur du 11. La répartition, elle se fait sur du 24 heures. Et ensuite, le temps restant, c'est pour les siestes. Entre 15 mois et 2 ans, la moyenne, elle va être de 13... Je vois pas grand-chose sur mon tableau. J'aurais dû peut-être prendre des lunettes ou remettre des lunettes. De 15 mois à 2 ans, la moyenne, elle est de 13 à 16. Et la fourchette, elle est de 13 à 16. Et la moyenne, elle va plutôt être aux alentours de 14 heures, en fait. 14 heures par 24 heures. De 15 mois à 2 ans, je viens de le faire. Ça, ouais. De 2 ans à 3 ans, la moyenne, ça va être de 13 à 15 heures globalement, avec pareil la fourchette de 13 à 15 heures et la moyenne 14 heures. Et puis de 3 ans à 5 ans, on a une fourchette de 12 à 15 heures avec une moyenne de 13h30 globalement. Des nuits de 12 heures plus la sieste. Ou bien uniquement des nuits de 12 heures parce que la sieste, pour certains enfants qui vont vraiment consolider bien leur nuit sur 12 heures, la sieste, elle va pouvoir s'arrêter en journée vers 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Pour certains enfants qui ne consolident pas encore complètement leur nuit de 12 heures ou parce que l'équilibre familial fait que c'est compliqué de coucher son enfant suffisamment tôt pour qu'il ait 12 heures jusqu'au lendemain matin pour l'école, là, dans ces cas-là, il peut y avoir encore une nécessité de sieste encore très très longtemps, jusqu'à au moins 8 ans pour beaucoup d'enfants. Ah ouais. Quand ils n'ont pas les 12 heures. D'accord. Du coup, ils rattrapent sur la journée 1 ou 2 heures sur la sieste. Ce qui est compliqué avec l'école, parce que la plupart du temps, ils ne peuvent pas. Mais du coup, ces enfants-là peuvent faire encore la sieste souvent le week-end. On va observer qu'ils vont s'endormir quand il y a de la voiture ou autre. Donc, j'explique pour permettre de comprendre. Et ensuite, 5-6 ans, on va être sur le même type de moyenne avec vraiment 12 heures en fait. Le 12 heures, il reste plutôt longtemps. Jusqu'à vers quoi? Vers l'adolescence ou... Non. 8-9 ans. Il y a une diminution qui arrive vers 8 ans. Ouais. D'accord. Où là, on va commencer à aller vers du 11 heures. Il y a certains enfants qui vont vraiment rester très longtemps sur du 11 heures. Il y en a d'autres qui vont diminuer plus sur du 10 heures vers 10-11 ans, quelque chose comme ça. Mais vraiment pas tous. Et puis ensuite... tranquillement, on réduit. Souvent, à l'adolescence, on prend une grosse claque parce que les rythmes au moment de l'adolescence changent. Et la problématique, c'est que normalement, on devrait s'endormir plus tard et se lever plus tard.
Et là, c'est un moment où, du coup, comme les rythmes scolaires ne sont pas adaptés aux adolescents, c'est compliqué pour les on perd adultes. énormément de sommeil. Et puis, pour les adultes, c'est 7-8 heures, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui sont sur du 9 heures, 9h30 même. Et en dessous de 7 heures, on va vraiment être sur des courts dormeurs, mais de manière très rare quand même. En dessous de 7 heures, c'est que probablement il y a soit un manque de sommeil dû à l'hygiène de sommeil, soit un trouble du sommeil. Soit vous avez des enfants tout petits qui vous réveillent. Non, c'est ça. Oui, c'est possible aussi. Mais il ne faut pas que ça dure, en fait. C'est ça. Oui. Ce n'est pas la norme pour les adultes. Ouais. Ok, déjà, on a une bonne fourchette. On a une bonne compréhension de ce qui est bon pour leur santé, en fait. Parce que là, quand tu donnes des fourchettes, c'est pas pour dire faut que ça rentre dans des cases. C'est que c'est ce qui fait qu'ils se régénèrent, qu'ils ont une capacité d'apprendre, qu'ils sont plus calmes, qu'ils mangent bien. Enfin voilà, ça va avec tout ça, évidemment. Donc, elles sont importantes. Ils sont importants, ces chiffres, même si ça peut faire peur aux parents, culpabiliser. Mais ce que tu dis, c'est que du coup, ça nous met la puce à l'oreille. Exactement. Pour pouvoir aller après chercher la problématique. Exactement. Ils sont surtout pas faits pour en faire une prison non plus, parce que je vois certains parents qui s'enferment chez eux et là-dedans avec je ne bouge plus de chez moi pour que mon enfant puisse dormir et faire toutes les siestes, etc. Et qui du coup dépriment. Il y a un équilibre extrêmement important à avoir entre les 3 piliers dont je te parlais hors interview, qui sont le sommeil, l'alimentation et le bien-être. Et ces 3 piliers-là, ils sont vraiment à prendre en compte. Et souvent, quand on est parent, on a tendance à se dire il y a 2 piliers hyper importants, c'est l'alimentation et le sommeil pour la santé de mon enfant, et je mise tout là-dessus. Sauf que si on n'a pas ce 3e pilier, et c'est aussi pour soi, si on n'a pas ce 3e pilier dans l'équilibre familial, en fait, c'est tout qui bascule. Donc, bien sûr, le sommeil, c'est extrêmement important. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Et c'est le seul moment où on grandit, c'est le seul moment où on régénère ses cellules. C'est ce qui va permettre de faire le tri dans les neurones. Donc, au niveau du cerveau, avant 3 ans, c'est, oui, extrêmement important. Mais c'est pas une prison non plus, et les petits êtres humains sont pas des robots. C'est chaque jour change, évolue, et en plus le sommeil il est impacté par énormément de choses. Donc il y a des jours où on va dormir un peu moins, d'autres où on va dormir plus. C'est de l'équilibre. Mais en effet, si je vois que tout le temps mon bébé fait des siestes de 30 minutes, n'est pas dans les quotas, qu'il se réveille toute la nuit, qu'il fait de l'insomnie, que les endormissements sont compliqués, que en fait le meilleur indicateur qu'il y a un problème, qu'il y a un manque de sommeil ou qu'il y a un trouble du sommeil, c'est pas les difficultés à l'endormissement ou autre, mais bien sûr ça en fait partie, mais le meilleur indicateur, c'est comment votre enfant se réveille de la sieste. Est-ce qu'il se réveille en pleurant ou pas? Comment il se réveille le matin? Et comment il se réveille dans la nuit s'il fait des réveils nocturnes? Si quand il se réveille, c'est en pleurs, c'est qu'il y a un manque de sommeil. Et un trouble du sommeil. C'est aussi simple que ça. Et qu'il y a quelque chose là, dans sa relation au sommeil, qui ne va pas. C'est le meilleur indicateur qui soit. Donc on ne pourrait même pas penser aux chiffres. Si votre enfant se réveille tranquillement de sa sieste, en babillant, s'il se réveille le matin en babillant, si dans la nuit, quand il fait des réveils nocturnes, il babille pour appeler pour avoir de la nourriture ou autre, c'est que tout va bien pour lui. Par contre, s'il y a pleurs et cris, c'est un bon indicateur. J'ai l'impression de me revoir, entendre une de mes filles qui hurle. Les autres, non, il y en avait une, c'est clair, qui hurlait. Et c'est dur de se faire réveiller par des hurlements et par un stress qui est... Nous aussi, on le ressent du coup. Ça... dans la sieste, c'est pas grave, mais la nuit, c'est vrai que c'est... Pour nous aussi, parents, c'est difficile de les voir se confronter, de devoir se confronter à leur détresse aussi. Comment est-ce que toi tu résumerais, après on va bien aller en détail sur toutes ces problématiques autour du sommeil, ta méthode que tu as mise en place, la méthode Fait-Dodo? Alors la méthode Fait-Dodo, c'est qu'il n'y a pas de méthode. J'aime bien. C'est qu'il n'y a pas de méthode, c'est vrai. Je n'ai pas mis en place de méthode. Je suis une des rares à ne pas avoir mis en place une méthode. Moi, je travaille et j'enseigne au sein de l'école. On a une école pour former à accompagner sur le sommeil. J'enseigne justement qu'il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une manière d'aller vers un objectif parental ou de sommeil.
Il y en a autant qu'il y a de parents et de situations et de bébés. Et j'enseigne ma manière de travailler et d'informer aussi, parce que c'est extrêmement important de donner des informations. Ça fait 6 ans que j'essaye de mettre en lumière énormément toutes les informations sur le sommeil, que je travaille avec le COFRAD, entre autres. Le COFRAD, c'est l'association pour les droits de l'enfant qui a mis en place une campagne qui s'appelle Bonne nuit, bonjour. Je pense que c'est hyper important d'en parler. C'est la seule campagne entre guillemets publique, associative. Et avec le COFRAD, ils ont mis en place un manifeste pour le droit au sommeil. Et avec eux, on travaille au niveau ministériel. On a été reçus par le ministère, justement pour qu'il y ait des changements en place vis-à-vis de la considération du sommeil, des bébés et des enfants, et puis des adultes aussi, mais là, des bébés et des enfants. Et donc, moi, je travaille principalement sur l'information, sur la compréhension pour les parents de la physiologie du sommeil. Parce que et c'est ce qui va avec l'hygiène de sommeil, quand on ne comprend pas comment fonctionne le sommeil, eh bien, il y a tout un ensemble de mythes qui viennent autour de ça, en fait. Ah bah, le sommeil, c'est une question de chance, parce qu'il n'y a pas d'information pour les adultes aussi. Aujourd'hui, un adulte qui a des problèmes de sommeil, il prend des somnifères. C'est un drame, parce que le somnifère empêche justement d'avoir un vrai sommeil et ne permet pas la récupération. Ça fait devenir fou, en fait, les somnifères, c'est une catastrophe. Là où, en fait, exactement comme pour les enfants, les problématiques de sommeil des adultes, et même quand elles durent depuis des années et des années, parce que c'est aussi une expertise chez Fedodo, elles sont résolvables avec de l'hygiène de sommeil et du comportemental, en fait. Et les insomniaques, etc. Donc, je me perds. Donc, l'information principale, comment je travaille principalement, c'est de permettre aux parents de comprendre comment fonctionne le sommeil, comment fonctionne leur propre sommeil aussi, le sommeil de manière générale, et comment il fonctionne pour leur enfant. Et j'ai conceptualisé quelque chose maintenant qui est assez connu, qui est les stratégies de sommeil. Les stratégies de sommeil autonomes ou dépendantes. Alors, malheureusement, parce que l'humain est fait comme ça, et les réseaux sociaux aussi certainement, il y a une grosse tendance à la réduction de ce concept à l'endormissement autonome, ce qui est une catastrophe, parce que c'est pas du tout ça, le concept des stratégies autonomes et des stratégies dépendantes. Et j'ai mis en lumière cette compréhension du sommeil, le mécanisme du cerveau, en fait, tout simplement, qui va permettre aux parents de vraiment comprendre ce qui se passe dans la relation avec leur enfant, dans le comportement. Entre autres, il y a énormément de leviers qui permettent d'influencer le sommeil, et donc je parle de tous les leviers. La deuxième chose sur laquelle je travaille, c'est les émotions. C'est un des cœurs de mon métier, permettre aux parents de comprendre les émotions de leur enfant, de les accompagner aussi, suivant chaque valeur parentale, en fonction de chaque parent. Et la dernière chose, qui est là d'autant plus le cœur de mon métier et qui constitue, je pense, une énorme différence peut-être vis-à-vis de ce qu'on trouve au niveau du sommeil, c'est la relation. Puisque la relation, c'est vraiment le cœur de mon travail et de mes études. Et donc, avec une compréhension fine du sommeil et donc de son enfant, des émotions et de la relation, tout s'apaise. Tout s'apaise. Alors, évidemment, on va travailler sur l'ensemble des piliers, en fait. Ça veut dire... je vais juste les retrouver pour ne pas en oublier un seul. Hop. Alors, ça veut dire qu'on va éliminer toute cause de perturbation du sommeil d'origine médicale, en premier lieu. En deuxième lieu, on va travailler sur les stratégies de sommeil dont j'ai parlé. En troisième lieu, on va checker tout ce qui est troubles du sommeil liés au développement de l'enfant. Donc ça peut être ce qui est appelé les régressions du sommeil, mais c'est une catastrophe ce nom. C'est en fait des phases de développement. Oui. Tout simplement. On l'a mis de manière négative, alors qu'en fait, c'est que l'enfant est en train d'acquérir des compétences. Oui, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir mais moi, j'essaye, ça fait des années que j'essaye de ne pas l'utiliser. Ce mot, en plus, il a émergé il y a peu de temps, parce qu'au début où je travaillais, il n'existait pas.
4-5 ans. Mais il a pris tellement d'ampleur que je suis obligée de l'utiliser. Pour que les gens comprennent de quoi tu parles. De quoi je parle, exactement. On a les enjeux du coup relationnels liés à la sécurité, au sentiment de sécurité, c'est extrêmement important. L'angoisse de survie aussi. On va traiter tout ce qui est perturbation d'origine nutritionnelle. On ne peut pas regarder les troubles du sommeil sans avoir un œil extrêmement fin sur la nutrition. Et c'est pour ça, parce que je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai créé Fedodo, j'ai créé en parallèle immédiatement aussi 4 autres expertises avec des experts, du coup. Le sommeil des adultes avec Sleep Angel et une consultante experte. La nutrition pédiatrique avec Madame Miam et 2 diètes pédiatriques, dont une qui est vraiment très renommée, c'est Myriam Alexis, qui fait partie des personnes les plus compétentes en nutrition pédiatrique aujourd'hui et qui donne des cours d'ailleurs à la seule école à Lille. Et c'est avec elle que j'ai construit beaucoup de choses au départ. Et puis la parentalité, de manière générale. Et donc, je parle vraiment de la nutrition parce qu'aujourd'hui, par exemple, on ne va pas démarrer une consultation, même une consultation ponctuelle, sans avoir analysé les courbes de poids et de taille d'un enfant, quel que soit son âge. Il y a les intrications entre nutrition, carence et même microbiote, etc. Et quantité de... Enfin voilà. Évolution du développement de l'enfant en fonction de sa nutrition et sommeil. Plus les années passent et plus on a une étude sur le long terme des enfants, parce que du coup on a des familles qu'on suit depuis des années et qui, heureusement dans notre recherche qu'on fait, parce qu'on a un gros pôle recherche et on va avoir le crédit impôt recherche par le gouvernement. Du coup, ça nous permet de suivre les familles et d'avoir des données extraordinaires en fait sur tout ça et de construire des avancées même dans ces domaines-là avec tous les professionnels avec lesquels on travaille, notre collectif de médecins pédiatres bénévoles, les ostéos. Enfin, on a un énorme village de professionnels qui travaillent aussi avec nous tous les jours et qui permettent de mettre en lumière énormément de choses. Et je prends du temps pour le dire parce que je pense que je l'ai pas fait souvent, mais les intrications entre problématiques nutritionnelles et sommeil, elles sont énormes en fait. De toute façon, ce que tu expliques très bien, c'est que c'est multifactoriel. Il n'y a pas juste mon bébé ne sait pas dormir. C'est pas ça du tout la logique derrière l'hygiène du sommeil. Exactement. Donc, quand tu mets ce mot hygiène, on comprend bien que c'est le style de vie. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière qui sont c'est ça. Et d'ailleurs, les derniers facteurs, c'est le soin, la qualité de vie pour le bébé et l'enfant, et puis l'environnement de sommeil, et puis ce que j'appelle le cadre de sommeil. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, personnellement, ce qui a fait la différence, ou est-ce que c'est trop intime, pour ta fille? Tu disais que le premier jour, elle a réussi à dormir. Oui, je peux le raconter parce que je pense que c'est pour ça que c'est ce qui a permis, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle que du coup j'ai vraiment conceptualisé justement l'idée des stratégies de sommeil. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu comprendre à quel point ça avait une implication forte et que derrière j'ai fait énormément de recherches sur le cerveau. Et ça avait été déjà fait en fait par Thirion et Chalamel, mais elles en parlaient très peu. Et peut-être qu'elles utilisaient endormissement autonome, ce genre de choses, mais la recherche vraiment sur tout ça approfondie, c'est grâce à ma fille, parce que en fait j'avais beaucoup d'informations sur le sommeil qui faisaient que j'avais mis en place justement sur l'ensemble des piliers de perturbations, j'avais mis en place plein de choses pour que ça se passe bien pour le sommeil pour elle. Elle dormait dans un bon environnement de sommeil, je la couchais suffisamment tôt, j'essayais de lui faire des siestes avec des temps d'éveil courts, etc. J'avais mis en place plein de choses. Et c'est ce qui a fait que derrière, elle a pu dormir d'autant plus facilement avec un tout petit changement. Mais par contre, le fait qu'elle ait eu toutes ces douleurs en fait en début de vie a fait que d'entrée de jeu, elle n'acceptait de dormir que si elle était sur nous et que si elle était en portage. Et que en portage en marchant. C'est-à-dire qu'il fallait marcher nuit et jour.
On adore les bébés. En non-stop. Je pense qu'il y en a plein qui écoutent cet épisode, qui se voient être dans ta situation et de se dire c'est vrai que moi aussi. Et chaque changement de cycle, en fait, j'ai marché. J'ai des fesses en béton. Quoique il y a 6 ans qui sont passés depuis. Tu marches moins. Et du coup, la nuit, à chaque changement de cycle, c'était la même chose. Elle avait mis en place, du coup, en fait, des stratégies de sommeil dépendantes de bercement. Puis ma fille, elle est assez psychorigide en plus. Donc, comme sa mère. C'est ça qui est extraordinaire. Les stratégies de sommeil, c'est vraiment quelque chose qu'on a absolument tous. Peut-être qu'il faut que j'explique. Vas-y, je t'en prie. C'est un mécanisme du cerveau. Hein. Ça diffère des rituels de sommeil, parce que souvent c'est confondu avec les rituels de sommeil. Les stratégies de sommeil, on en a absolument tous. C'est ce qui va nous permettre en fait de nous endormir la nuit et de nous rendormir de manière inconsciente la nuit. Le soir, donc ça peut être par exemple, vous vous couchez sur le côté, puis vous mettez votre main comme ça, la fenêtre ouverte, il faut que la couette remonte bien là, et puis des chaussettes aux pieds, par exemple. Ça, c'est votre stratégie de sommeil. Et ça veut dire que dans la nuit, quand vous allez faire vos changements de cycle, ça faut connaître les trains de sommeil, etc., eh bien de manière inconsciente, vous allez vous repositionner sur le côté, la main comme ça. Si vous faites un changement de cycle où vous vous réveillez vraiment, parce que ça peut arriver, eh bien de la même manière, si vous faites attention, vous vous remettrez exactement dans cette position-là. Et après, les stratégies de sommeil, heureusement, c'est pas aussi basique, c'est extrêmement complexe. Le cerveau humain, il est très complexe, c'est une chance. Mais on peut en avoir plusieurs, différentes. On peut en mettre une pour la nuit, une pour le soir, une pour les siestes, une pour se rendormir aussi. Moi, par exemple, ma stratégie de sommeil pour les siestes, c'est dans mon canapé, sur le côté, tandis que le soir, c'est sur le ventre, dans un coin de l'oreiller. Et on a tous la possibilité de mettre vis-à-vis de notre expérience de sommeil, de tous les jours en fait, on met en place une relation au sommeil et à nos stratégies de sommeil. Le problème, c'est que comme c'est pas enseigné aux enfants, c'est pas enseigné aux adultes, on fait tout ça de manière complètement inconsciente. Et de cette manière-là, je vais prendre un exemple classique qui va parler à tout le monde. De cette manière-là, on va avoir aujourd'hui énormément d'adultes, beaucoup de femmes notamment, qui vont passer une grande partie de leur nuit à se relever à chaque changement de cycle, ou presque, pour aller faire pipi, 3 gouttes. Et qui vont se recoucher parce qu'elles ont mis en place, dans leur stratégie de sommeil, le fait que, d'ailleurs, au moment du coucher, souvent elles vont aussi le faire, au moment du coucher, si elles ont par exemple un petit peu mal à s'endormir, hop, elles vont se relever, elles vont faire pipi 3 gouttes, elles reviennent, j'essaye de m'endormir, j'y arrive pas, hop, je vais refaire, et jusqu'à ce que le sommeil vienne. Et en fait, le cerveau a simplement mis en place, en tête, que pour effectuer un changement de cycle, il faut faire pipi, faire le geste d'aller aux toilettes et faire pipi pour se rendormir. Et donc, de cette manière-là, on a des personnes qui s'empêchent de boire à partir de 18h pour surtout pas passer toute la nuit à faire pipi, etc. Bien sûr, ça a une influence d'autant plus. Si la vessie est pleine, ça va réveiller la personne d'autant plus. Mais c'est pas ça, en fait, qui fait tout. Si ces personnes-là, elles trouvent le courage, et il faut être courageux, parce que cette histoire de pipi est très, très, très forte dans la tête. Mais les stratégies de sommeil sont très, très, très ancrées. Si elles trouvent le courage de se dire, OK, ce soir, quoi qu'il se passe, même si je mets 3 heures à m'endormir, je ne me relève pas pour aller faire pipi. Eh bien, d'une part, dès le premier soir, elles vont dormir beaucoup plus. Peut-être qu'il va y avoir un petit réveil dans la nuit, parce que bon... Et si, durant ce réveil dans la nuit, même si elles ont l'impression que leur vessie va exploser, elles se disent « mais même si je ne me rendors pas jusqu'au matin, je reste dans mon lit, je ne vais pas faire pipi », dès le lendemain, elles ne font plus jamais pipi. De toute la nuit, elles feront des nuits complètes. En 24 heures chez un adulte, ça change. Ouais. Et chez un enfant, pareil ? Ça peut être en 24 heures aussi. Quand tu parles de ça, ça me fait penser à quel point on sait que ça peut être très difficile pour les femmes enceintes de dormir. Parce qu'en fait, si elles ont l'habitude de dormir sur le ventre et d'avoir ces stratégies-là, et que d'un coup, elles ont du ventre, c'est un enfer pour elles, au final. De devoir réadapter leur façon de dormir, au final. Et la position de sommeil, ça a encore plus d'influence dans les stratégies de sommeil. Et pour moi qui dors sur le ventre, bah oui, toutes les femmes qui dorment sur le ventre, enceintes, c'est un cauchemar. Et avec une césarienne derrière, où on ne peut pas même après continuer à dormir sur le ventre, mais malgré tout, ce qui est important à dire, c'est que malgré tout, les femmes enceintes, elles arrivent à dormir. Oui, bien sûr. On peut changer. Mais c'est qu'il faut changer, il faut avoir cette conscience de dire, bon, bah maintenant,
Mon sommeil, c'est et autrement. pas se mettre à stresser aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Tiens, je n'arrive pas à dormir ailleurs que chez moi. » Ben oui, simplement parce que les stratégies de sommeil, elles sont en lien avec leur environnement chez ces personnes-là. Elles ont mis ça en place. Mais il suffit juste qu'elles se disent « Ok, là, je souhaiterais avoir plus de largesse pour dormir mieux ailleurs. Eh bien, je vais m'obliger à aller plus souvent dormir ailleurs, à faire moins tous mes petits trucs juste avant mon coucher, à réduire un peu mes stratégies. Oui, sur quelques jours, peut-être même sur un mois, parce que le changement vraiment complet, c'est plutôt sur un mois dans le cerveau. Je vais un peu moins bien dormir, je vais avoir un peu plus de mal à m'endormir. Mais si elles ont conscience de ça, elles vont pas être en train de stresser et de se dire « je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'endormir ». Et c'est le stress qui, derrière, augmente le cortisol, qui va être confronté à la mélatonine, c'est toute l'hormone éveil-sommeil, et qui fait que ces personnes-là, elles n'arrivent pas à dormir. Et donc, si je reviens aux enfants, en fait, les stratégies de sommeil, on les développe dès la vie intra-utérine. Le sommeil, c'est une fonction innée. Donc, c'est comme digérer, c'est comme manger, c'est pour ça que je remettais l'hygiène alimentaire, l'hygiène de sommeil, c'est une fonction innée. On sait dormir de base. Et en vie intra-utérine, on commence à dormir vers 20 semaines de vie intra-utérine. Donc ça veut dire que à l'intérieur, on développe des stratégies de sommeil. Pour certains bébés, c'est même déjà sucer son pouce. C'est une sensation sur le haut de la tête pour beaucoup d'enfants. C'est être contenu. C'est ressentir des bercements. Maman marche aussi, probablement. D'ailleurs, il y a beaucoup de bébés qui quand maman marche plus, c'est-à-dire qu'elle dort la nuit, c'est les moments d'éveil, oui, parce que c'est... Il n'y a plus de bercement. Oui, il n'y a plus de bercement, forcément. Les problèmes, ils commencent là. Sachez, si vous nous entendez que vous êtes enceinte et que bébé tambourine toute la nuit, vous savez que probablement ces stratégies de sommeil sont très en lien avec les bercements. Lui a mis ça en place. Mais chacun va mettre les choses en place à sa manière, en fait. Et la grosse problématique, c'est que au sortir de la vie utérine, en vie extra-utérine, dès les premiers instants, parce que le sommeil, on l'a vu ensemble, ça peut être 20 heures par 24 heures dès la sortie, eh bien, bébé se retrouve avec la perte totale de ses stratégies de sommeil. Et c'est comme si vous, demain, on vous disait, désormais, tu dors dans la piscine. Dans une piscine, parce que lui, il dormait dans une piscine, c'est l'inversement. Ah ouais, mais alors attendez, mon oreiller, ma couette, il fait froid, j'entends des bruits, c'est plus du tout mon environnement habituel en fait. Je peux pas me contenir par moi-même, je peux pas me mettre un truc là, j'ai plus la motricité pour pouvoir accéder à mon pouce pour éventuellement de la succion. Tiens, ça berce plus. Et on va avoir du coup des bébés qui vont se mettre à hurler aussi, avec des grosses difficultés de sommeil dès d'entrée de jeu. Et puis le parent va se rendre compte que tiens, quand je le berce, ça va mieux, il arrête de pleurer et au passage, il s'endort. Ah tiens, c'est super. Et puis bébé va s'en rendre compte aussi. Il va se dire, tiens, quand lui il fait ça, ça marche comme avant, je dors bien. Donc lui va remettre en place et il va créer à chaque heure et chaque jour de sa nouvelle vie extra-utérine des nouvelles stratégies de sommeil. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de parents qui n'ont plus du tout envie de bercer bébé pour qu'il s'endorme, en fait. Et c'est souvent là que arrivent la plupart des comment je vais appeler ça ? Des frictions. Des frictions. D'envie de chacun. C'est ça. Tout comme bébé qui s'endort au sein ou autre. Et quand le parent n'a pas conscience de ça, n'est pas au courant de ça, de ce qu'il met en place avec son enfant au début de sa vie, vis-à-vis des stratégies de sommeil en relation avec lui, et le bébé il en a encore moins conscience, globalement, ça fait des incompréhensions énormes, en fait, avec des bébés qui hurlent « Mais berce-moi !» et qui vont hurler à chaque changement de cycle « Mais berce-moi, je veux continuer à dormir. Oui, j'aime dormir. » Mais en fait, la stratégie de sommeil que tu me fais depuis le début, c'est me bercer. Donc moi, j'en ai besoin tout le temps. C'est normal, en fait. Comme toi, tu as besoin de ton oreiller, de ta position pour dormir. C'est la même chose pour moi. Et cette implication des stratégies de sommeil autonomes et dépendantes dans le champ, je dirais, scientifique sur le sommeil, toutes les lectures qu'on va avoir, dans le champ même de l'accompagnement, c'est très peu présent.
le fait de pouvoir donner cette information-là aux parents. Et moi, je m'en suis rendu compte du coup avec ma fille, si on revient à l'histoire, c'est-à-dire que ma fille avait ces stratégies de sommeil-là, elle en avait au sein aussi, elle avait des stratégies un petit peu multiples, mais c'était principalement ça, puis elle en avait en portage et avec du squat aussi. Et ça veut dire qu'à chaque changement de cycle, toutes les 30 minutes pour les siestes, il fallait marcher, faire des squats ou la remettre au sein. Sinon, elle ne se rendormait pas. Et puis, elle hurlait, parce qu'elle hurlait de fatigue. Mais j'en ai marre d'être réveillée sans cesse. Pourquoi tu ne me gardes pas non-stop au sein toute la nuit ou non-stop pendant la sieste au sein? Au moins, je réussirai à dormir. Mais il y a du lait qui vient alors que je n'ai pas faim. Et je m'engouille, etc. Parce qu'elle avait aussi des petits problèmes... Donc, c'était pas pratique pour elle non plus. Plus, ça me provoque du reflux parce que je suis allongée, j'ai le sein tout le temps en bouche, c'est pas confortable pour moi. Il y a certains bébés pour qui ça pose pas de problème, et puis il y en a d'autres pour qui ça pose d'autres problèmes. Et à partir du moment où on a accompagné notre fille le premier soir, on a accompagné notre fille vers la découverte qu'elle pouvait changer ses stratégies de sommeil, qu'elle n'était pas forcément obligée d'être bercée, forcément obligée d'être au sein, forcément obligée d'avoir des squats pour trouver le sommeil. Et on l'a accompagnée là-dedans, mon mari principalement, dans ses bras, avec elle. Et qu'elle l'a découvert, elle s'en est emparée comme si c'était quelque chose qui lui avait manqué depuis 6 mois et que ça avait été une révélation pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne nous a même pas fait des réveils dans la nuit pour redemander des bercements, etc. Elle a dormi d'une traite et le lendemain matin, je pense qu'elle m'a fait son premier sourire en 6 mois. Et elle s'est réveillée en babillant. Et là, pour moi, ça a été un truc extrêmement fort, en fait. Je me suis dit, mais waouh! J'ai empêché ma fille, grosse culpabilité, hein, j'ai empêché ma fille de dormir, en fait. Je lui ai enlevé son propre pouvoir, mais par méconnaissance, simplement. Et c'est là, et c'est pour ça que pour moi, ça a été une révélation et que j'ai fait énormément de recherches sur ce sujet-là derrière. Parce que si on m'avait dit ça à sa naissance, j'aurais pu faire mes propres choix, en fait. Mes propres choix avec elle dans la relation. J'aurais pu savoir pourquoi elle se réveillait en hurlant, me dire, est-ce que je préfère mettre en place avec elle des stratégies de sommeil autonomes ou est-ce que les stratégies de sommeil dépendantes qu'on met en place ensemble, ça me va, mais je suis consciente de ce qui se fait, je suis consciente de pourquoi, et du coup j'évite les hurlements parce que je sais de quoi elle a besoin, et je mets en place une relation sereine, en fait, de sommeil avec elle, quelle qu'elle soit. Et puis je prends conscience, si j'ai besoin d'aller vers du changement, que ça va être un petit peu difficile pour elle, c'est normal, mais que c'est notre équilibre à ce moment-là. Et c'est pour ça que moi je dis aux familles, la seule chose qui est importante, c'est de comprendre, en fait. Et après, chacun son chemin. En fait, là, ce que tu expliques, c'est que dans ce paradigme que tu as changé, en fait, vous avez changé avec ton mari votre vision de ce que c'était son sommeil à elle. Ouais. Vous l'avez accompagné. J'essaie de me représenter pour un bébé de 6 mois. Ouais. C'est pas toi qui as fait le coucher ce soir-là, c'est ton mari. Alors, et il y a eu beaucoup de discussions, vous avez beaucoup verbalisé pour lui expliquer. J'ai fait le coucher, donc je l'allaitais à l'époque. J'ai fait un rituel de sommeil. Son rituel habituel, le bain, etc. Puis tranquillement dans la chambre, je l'ai allaitée. Et puis souvent, elle cherchait à s'endormir au sein précédemment. Sauf qu'en fait, dès qu'elle s'endormait, elle se réveillait en sursaut, ou que je la posais, elle se réveillait en sursaut. Et on passait des heures et des heures. On a tous connu ces trucs-là. Et elle hurlait, parce que la mienne, c'était vraiment du on-off. Et elle hurlait, donc je remettais au sein, et puis même au sein, elle commençait à se débattre, elle me repoussait, elle voulait, elle savait, elle-même, c'était inconfortable pour nous deux, en fait. On était vraiment inconfortables toutes les deux. Et donc là, je l'ai allaitée pour qu'elle mange, vraiment, puis j'ai arrêté, on a fait un row, etc. On a fait un gros câlin. Je lui ai dit, je t'aime fort, ma chérie. Là, je te pose dans le lit. Et quand je l'ai posée dans le lit, elle a dit, mais enfin quoi, c'est quoi l'idée là? Non, moi je m'endors au sein habituellement, même si c'est inconfortable pour moi. Il n'y a que ça que je connais, en fait. Et moi, j'ai dit à mon mari, je te laisse l'accompagner parce que pour moi, c'est difficile. Pour moi, à l'époque, c'était
même dans les bras, c'était très difficile qu'elle pleure. Et j'avais tellement l'habitude qu'elle hurle dans les bras sans qu'on sache pourquoi. Hein. Elle était inconsolable, même avec nous. Alors ça, c'était avant ces 4 mois, parce qu'après de 4 à 5 mois, ça avait changé, elle était plus douloureuse. Et donc, c'est mon mari qui l'a pris dans ses bras et qui lui a dit « Tout va bien, ma chérie, tu vas réussir à t'endormir. Papa est là, tu peux t'apaiser. Là, on te dirige vers autre chose. Tu ne vas pas t'endormir au sein. Tu ne vas pas t'endormir en étant bercé. Là, je ne vais pas faire des squats et des bercements. Je ne vais pas mettre le truc de portage. Mais papa, il est là. Papa, il t'accompagne. Je suis avec toi. » Il a fait beaucoup de respiration profonde. Et c'est ce qui a... Si on doit parler d'une méthode... c'est grâce à lui, en fait, c'est lui qui a fait dodo. il a fait énormément de respiration profonde et c'est ce qui m'a beaucoup inspirée dans l'accompagnement. Ça fait partie des choses que j'enseigne énormément aux parents dans l'accompagnement, les respirations profondes, parce que derrière, j'ai fait des recherches. Pourquoi c'est aussi important, pourquoi ça aide, parce que le parent diminue son rythme cardiaque. Du coup, l'enfant aussi. Derrière, ça peut provoquer des mimétismes. On a même des enfants. Ils font, les enfants. Moi, mes filles, elles font avec moi. C'est ça, exactement. Et j'ai plein de parents accompagnés, qu'on a accompagnés avec des tout petits bébés qui nous disent à 3 ans, eux-mêmes, ils font leur respiration profonde pour s'endormir le soir. Ma fille, d'ailleurs, le fait, elle me l'a fait hier soir. Parce qu'elle était excitée, rentrée du CP et tout. Elle m'a dit, maman, je vais faire quelques respirations. D'accord, ma chérie. T'es une vraie mini-fée dodo. Et donc, il a fait beaucoup de respiration profonde avec elle. Et lorsque elle a été apaisée, mais pas endormie, c'est-à-dire qu'il s'est occupé des émotions de notre fille, mais on a arrêté de vouloir faire à sa place vis-à-vis du sommeil. Parce que c'était plus OK pour nous. Après, c'est pour chaque famille, mais nous, c'était plus possible pour nous. On a arrêté de chercher à avoir une action, à chercher à l'endormir. Et d'ailleurs, le verbe endormir, c'est le verbe s'endormir. Donc, normalement, c'est quelque chose qui est soi-même, propre à soi. C'est une fonction innée. Je dis souvent aux parents qui viennent me voir, ils viennent me voir en me disant j'arrive pas à endormir mon enfant. Ça prend des heures d'endormir mon enfant. Je pourrais leur dire assommez-le, éventuellement. Mais et je leur réponds évidemment pas ça. je leur réponds oui. Et en même temps, c'est normal. Là, vous êtes en train de chercher à prendre possession d'une fonction innée chez lui. C'est normal qu'il ne soit pas d'accord, en fait, et que ça prenne des heures, et que ça puisse être... Là, votre enfant, lui, votre rôle à vous de parent, il n'est pas du côté... d'endormir son enfant, de faire digérer son enfant, de faire respirer son enfant, c'est des fonctions innées. Le rôle du parent, il est dans l'hygiène, dans le cadre. Il est de proposer, comme pour l'alimentation, de la nourriture équilibrée, des temps d'alimentation, ça veut dire pas se nourrir toutes les 2 secondes, etc., pour que votre enfant développe une hygiène alimentaire, une hygiène de sommeil. Je fais beaucoup de comparatifs, ça parle aux gens, une hygiène alimentaire qui soit équilibrée pour sa santé. Le parent, il fait fonction de cadre pour accompagner l'enfant vers une hygiène de sommeil qui soit adéquate pour lui. L'enfant sait dormir, mais par contre, l'enfant, il ne sait pas si la nuit est faite pour dormir ou pas, quand je sens des signes de fatigue, que la bonne réponse, c'est le sommeil, que pour pouvoir dormir, c'est plus facile pour l'être humain quand il y a un peu moins de bruit, moins de lumière, parce que ça a un impact sur la mélatonine. L'enfant ne sait pas ça, en fait. Ça, c'est le parent qui, normalement, sait, mais il ne sait pas, le parent non plus. C'est bien tout le problème en France, c'est que je suis très en colère contre ça, parce que l'OMS, pourtant, en a parlé. Ils ont retenu que manger, bouger. Ils ont oublié l'histoire du sommeil. C'est incroyable, si on reprend les textes. Et donc, le rôle du parent, c'est d'être... Il y a une personne, c'est au Canada, qui dit ça très bien. C'est une école, c'est dommage parce que je préfère toujours citer les sources. C'est une école du sommeil. Elle dit que l'enfant est acteur de son sommeil et le parent, il est metteur en scène. Et cette métaphore-là, je suis extrêmement en lien avec cette métaphore-là, et c'est celle qu'on a comprise
ce soir-là avec ma fille. Et parce que chez elle, ça a été d'autant plus flagrant. Et que grâce à ça, elle est passée d'une relation au sommeil qui fonctionnait que sur les hurlements, parce que quand le soir, même à l'été ou même à bercer pour l'endormir, elle, c'était pas serein. C'était des hurlements. Elle est passée d'une relation extrêmement conflictuelle avec le sommeil à une relation extrêmement apaisée. Je la posais dans le lit, elle souriait. Je lui mettais sa gigoteuse, elle souriait. Et donc, pour moi, la compréhension, grâce à elle, je peux lui dire merci de tout ça, elle a été... En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que c'est aussi à nous de faire ce travail d'enquête, un peu, de comprendre de quoi a besoin notre enfant pour se sentir bien. Oui. Tu vois, j'ai l'image d'une de mes filles, elle a besoin d'avoir la tête collée contre un truc, quoi. Dès qu'elle est collée contre un truc, elle bouge plus de la nuit et c'est terminé. Il n'y a plus personne. C'est ça. Et il y en a d'autres, pas du tout. Elles sont en mode étoile. Et c'est drôle, en fait. Enfin, chaque enfant, au final, on a tous nos petits rituels. Je pensais au mien aussi, tu vois, comment je m'endors. Et comment, quand mes enfants dormaient avec moi, ça m'oppressait parce que je pouvais pas me mettre dans la posture que j'aime avoir pour dormir. Et donc, ça crée du stress. Et donc, comme tu dis, du cortisol. Donc, après, t'es en insomnie. C'est ça. Et j'avais pas conscience de ce que je viens d'apprendre, ce que tu viens de dire sur nos schémas de façon de s'endormir. Mais donc, c'est aussi nous, les parents, comme tu dis, on est responsable du cadre, on est les metteurs en scène, de dire, OK, si j'observe mon enfant, qu'est-ce qui marche? C'est aussi très difficile, je pense, quand on a des tout petits bébés, parce qu'il y a cette injonction de dormir sur le dos. Aucune peluche. Enfin, il y a plein de choses pour leur sécurité qui sont importantes, bien sûr, mais qui correspondent peut-être pas à ce dont les enfants ont besoin. Moi, j'avoue, j'ai une de mes filles, elle avait besoin d'avoir les fesses en l'air. Elle était... En fait, la position physiologique de sommeil de l'être humain, c'est dormir sur le ventre. Donc c'est difficile avec la mort subite du nourrisson. Exactement. Quand on veut respecter les recommandations. Tout à fait. Ça provoque énormément de problématiques. Pourquoi dormir sur le ventre? Parce que ça permet d'être regroupé. Il retrouve la position physio qu'il y avait dans le ventre, les stratégies de sommeil en fait. Ça permet d'avoir de la chaleur aussi pour la digestion, pour tous les petits bébés RGO, etc. Mais il faut faire extrêmement attention parce que clairement, ça va. On a eu une baisse de plus de 78% de la mort inattendue du nourrisson, avec la recommandation sur le dos. Et donc, parmi les solutions qu'il peut y avoir pour ça, l'emmaillotage fonctionne très très bien, parce que ça va recréer l'effet contenant, même pour ces petits bébés-là. Donc, moi, je le conseille dès la sortie, en fait, dès la maternité. Et c'est pas que la nuit, c'est nuit et sieste. L'emmaillotage, il va vraiment permettre au bébé de retrouver sa position physio, de retrouver le contenant, de ne pas avoir les réflexes de Moro qui vont perturber son sommeil. Et là, on retrouve des stratégies de sommeil. Et puis, on le met haut dans le berceau pour qu'il y ait un truc... Sur la tête. Hop, sur la tête, éventuellement. Et ce qui va être aussi problématique, c'est que, par contre, et moi, je le conseille aussi, mais... Le parent qui va être conscient de ces stratégies de sommeil-là, il va aussi prendre conscience de ce qu'il met en place avec son bébé. Et donc, quand on fait du portage, c'est génial le portage, parce que ça va recréer la contenance, ça recrée la position physio, ça crée la stratégie de sommeil sur le ventre, et puis l'odeur, la maman, etc., les bercements, les mouvements qu'il connaissait. Donc, c'est parfait pour le sommeil. Clairement, c'est parfait. C'est pour ça que ça marche si bien. Et puis, ça rassure le bébé. C'est génial. Ça rassure la maman aussi, des fois, ou le papa. C'est vrai, moi, j'adorais avoir mon bébé sur moi. Ça m'apaisait vraiment. Complètement. Mais jusqu'à ce que ça marche plus. Ou qu'on n'ait plus envie. La problématique, c'est que les mêmes parents qui font du portage toute la journée pour les siestes, derrière, ils me disent, alors, par contre, je comprends pas. Il déteste son lit. Quand je le pose sur le dos pour dormir, il se réveille. Et quand je le pose sur le dos pour la nuit ou autre, il déteste son lit. Je lui dis, il déteste pas du tout son lit. Et il adore dormir, votre bébé. Mais par contre, sa stratégie de sommeil, c'est d'être contenu, d'être sur le ventre et d'être regroupé. Il y a une source de chaleur. Et ouais. Et là, vous le mettez sur le dos, pas contenu. Il hurle. Bah oui, moi aussi, je hurlerais, perso. Oui, c'est normal, en fait. Et c'est important pour les parents de se dire ok, je choisis de faire beaucoup de portage, ça veut dire que mon enfant je continue à lui valider des stratégies de sommeil ventral. Donc ensuite, je fais mes choix en fonction de ça. Si un jour je veux qu'il soit dans un lit, si je lui demande d'être sur le dos, c'est possible de changer, mais ça va pas se faire dans le calme. Oui,
faut avoir conscience de ça. Et donc, un parent qui se dit, moi, c'est extrêmement important pour moi de respecter les problématiques de mort subie du nourrisson, etc. Je suis très angoissée par ça. Je veux que mon enfant dorme sur le dos. Ce que je valide, d'ailleurs. Mais si j'avais un autre enfant, je ne suis pas sûre que je le mettrais sur le dos. Je le mettrais certainement sur le ventre. Je m'autoriserais à faire du portage et je lui mettrais une chaussette à houlette. Je fais de la pub, mais c'est les seules que je connais. C'est quoi ? C'est des chaussettes connectées. Ah oui, pour pouvoir avoir le rythme cardiaque. Et oxygène dans le sang. Ça permet d'éviter même tout mini-étouffement du bébé. On est prévenu immédiatement. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pour faire baisser la peur aussi des parents. Faire baisser la peur, la sécurité aussi, parce que les 70%, les 78%, ils sont réels. C'est vraiment... Ah oui, donc en mettant la chaussette, on peut s'autoriser à mettre le bébé dans une position plus physio. Moi, oui. Oui. Non, bien sûr. Mais je ne peux pas donner le conseil de le faire. Non, bien sûr. Ce ne sont pas les recommandations, en tout cas, de l'hygiène... de la santé en France. C'est ça, complètement. Les recommandations, c'est sur le dos, sans rien dans le lit. Et donc, si les parents souhaitent suivre ces recommandations sur le dos, sans rien dans le lit, et avoir un bébé qui aime son lit, ça veut dire que potentiellement, les stratégies de sommeil vers lesquelles accompagner doucement son bébé, c'est plutôt l'emmaillotage sur le dos, la poussette, des bercements, que le portage en ventral. Parce que là, sinon, il va y avoir une énorme incompréhension entre tout le monde. Trop de différence entre la sieste et le coucher le soir, la nuit. Ok. Mais ça, c'est intéressant n'empêche pour les petits. De quand même, comme tu dis, il y a toujours des solutions. Il faut juste y réfléchir. Et moi, j'adore ce truc de se dire on doit faire un travail d'enquête. C'est notre rôle aussi de parents. C'est ça. D'essayer de comprendre comment nos enfants fonctionnent et ce qu'on peut mettre en place. De les regarder leurs besoins. Et juste, une dernière précision. Toujours mettre en rapport avec l'équilibre. Le sommeil, c'est une relation. Il y a les besoins de l'enfant dans ses stratégies de sommeil, puis il y a les besoins du parent d'y répondre ou non, parce que ça va trop impacter notre vie, ou bien là, je suis prêt à ça, mais peut-être plus tard, ou autre, et de toujours trouver l'équilibre, parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout va bien pour tout le monde, tout va bien. Quand pour l'un ou pour l'autre, ça ne va plus, c'est là qu'éventuellement, on peut réfléchir à changer. Là, on a beaucoup parlé des tout petits bébés, de leur sommeil. Comme on l'a bien dit dans les fourchettes, ils ne dorment pas de la même façon qu'un enfant après 3 ans, par exemple. Ouais. Quand il y a encore des soucis de sommeil après 3 ans, alors les endormissements qui peuvent être longs, il faut aussi se rappeler que comme ils font des siestes, des fois ça décale aussi par rapport à l'heure de coucher auquel on pense que c'est OK. Mais qui se réveillent encore la nuit, qui mettent 3 plombs à s'endormir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants qui sont plus âgés ? Alors, je reviens sur cette question. Justement, là, en effet, c'est plus forcément des problématiques de stratégie de sommeil, et encore, parce qu'avec les plus grands, la stratégie de sommeil, elle va aller, comme pour les adultes, juste aller faire pipi. Donc, pour l'enfant, il peut introduire dans ses stratégies de sommeil le fait de redemander un verre d'eau, redemander ça, puis le redemander aussi dans la nuit pour certains. Donc, ça peut aussi rentrer en ligne de compte. C'est moins les bercements, mais il y a aussi une question du côté des stratégies de sommeil. Et du coup, à ces âges-là, ça va encore plus impacter le sentiment de sécurité. La problématique au niveau des stratégies de sommeil, est-ce que l'enfant va mettre parce qu'il croit qu'il est dépendant de ça pour s'endormir. Et l'autre question, c'est l'idée du cadre de sommeil. Quand je parle de cadre de sommeil, je parle de tout ce qui est pression de sommeil, mélatonine, cortisol, qui sont hyper importantes. Et pour les plus grands, l'énorme problématique qu'on va avoir, nous, c'est que, en fait, et ça c'est dit nulle part aussi, donc c'est pour ça que je prends le temps de le dire, c'est que, en effet, il y a une grosse problématique sur les siestes et le coucher du soir. Mais je reviens sur cette question-là, parce que c'est pas l'heure du coucher du soir qu'il faut changer, c'est l'heure du coucher de la sieste. Et qu'aujourd'hui, tous ces enfants de 3 ans vont être couchés à 13h30, 14h pour leur sieste. C'est pas la durée de la sieste qui est importante non plus, ni l'heure à laquelle on va les réveiller de la sieste. C'est l'heure à laquelle on va les coucher. Parce que c'est là que tout se joue. En fait, on propose aujourd'hui en France, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les enfants mangeaient à 11h30, ils étaient couchés à midi. Dans toutes les écoles maternelles, toutes les nounous de longue date, c'était... Et en fait, on a décalé depuis 10-20 ans, complètement, on a perdu ces notions-là. Et dans les écoles, et c'est dit par les scientifiques, il y a une alerte à ce niveau-là, en fait, de faire les siestes dans les écoles à 13h30, 14h, c'est une catastrophe
pour le rythme de l'enfant. Et le rythme, la baisse de vigilance dans le corps de l'être humain et de l'enfant, elle est à 11h30 midi. C'est l'heure à laquelle il faut aller dormir et faire sa sieste jusqu'à 14h, éventuellement 15h. Aujourd'hui, si on fait dormir un enfant à 14h, eh bien, en fait, il a passé de 11h30 à 14h à produire du cortisol parce qu'il a dû lutter contre sa baisse de vigilance. Et ce cortisol-là, on le retrouve le soir, au moment du coucher. Et au moment du coucher, ça fait des enfants qui n'arrivent pas à s'endormir avant 9h30, 10h, qui rappellent X fois, alors qu'ils ont bien besoin de s'endormir à 19h30 ou 20h pour se réveiller à 7h30 le lendemain matin. Oui, ils sont fatigués, mais les hormones dans leur corps font que c'est impossible. Et donc la seule solution, c'est que ces enfants-là, ils soient couchés à l'heure où il y a une baisse de vigilance dans leur corps, qu'ils aient un moins longtemps d'éveil le matin et qu'ils dorment vraiment au moment où c'est adéquat. Ce qui est compliqué en France. J'allais dire chiant. Ce qui est difficile, puisqu'on ne maîtrise absolument pas ce que font les écoles quand les petits entrent en petite section. C'est pour ça que moi je conseille fortement les parents que les enfants y aillent que le matin et qu'ils soient en garde sur la période de midi et d'après-midi. Récupérer l'enfant à 11h20, il mange c'est la nounou et il peut faire sa sieste, au moins sur la première et deuxième année. Je sais que c'est plus aussi facile. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Eh bien si, en fait. Ah oui, c'est pas connu. Il n'y a personne qui fait ça chez nous. Il n'y a pas école l'après-midi. Il y a école l'après-midi. Oui. Mais en fait, il suffit de faire une demande à la préfecture. Et en fait, c'est autorisé. Bon, après ça, il faut avoir et les moyens et le temps. Et voilà, on est d'accord que ce qui serait juste le mieux, c'est qu'à l'école, on les couche à midi. Ça. Mais vous pouvez aussi proposer à ce que l'association des parents d'élèves propose un changement, une conférence fait dodo, et on vient expliquer tout ça aux enseignants, et les enseignants seront très heureux d'apprendre. Ouais, parce que ça se faisait avant. D'accord, c'est intéressant aussi de dire on n'y peut rien aussi, parce que parfois les parents culpabilisent, mon enfant il est insupportable, il veut pas s'endormir, mais en fait personne n'y peut rien. Là c'est un système dans lequel on vit qui fait que ça perturbe tout le monde. C'est ça. Quand nous on veut des soirées un peu plus tranquilles. En revanche, les enfants qui vont se réveiller la nuit à ces âges, plus de 3 ans, qui ont la parole, donc peuvent communiquer, expliquer ce qui leur arrive, qui ont pas de problème forcément à la sieste, mais qui la nuit ont besoin de vérifier peut-être que le parent est encore là. Je parle pas des situations où il y a eu cauchemar, tout ça, c'est ponctuel, mais quelque chose de récurrent. Ouais, de très récurrent. Là, je peux pas donner comme ça une réponse comme ça, parce que, comme je disais, il y a 100 facteurs à regarder. Et avec cet enfant-là, alors je vais poser plein de questions aux parents. Je vais lui demander comment l'enfant s'endort, déjà au moment de l'endormissement, pour connaître la stratégie de sommeil de l'enfant. Est-ce qu'il y a des multiples demandes? Est-ce qu'il s'endort en présence du parent? Et du coup, ça peut être extrêmement insécurisant. Je donne souvent l'exemple aux adultes. Vous vous endormez avec votre compagnon dans le même lit le soir. Super, tout va bien. Et dans la nuit, vous vous réveillez d'un seul coup et vous tapotez à côté, il n'y a plus personne. Pourquoi vous vous êtes réveillé d'un seul coup? Parce que vous avez fait un changement de cycle et que votre cerveau a vérifié que tout était OK dans l'environnement et il a détecté que votre compagnon n'était plus là. Il vous a réveillé avec une sensation d'angoisse. Et pourquoi immédiatement vous avez eu le réflexe de toucher? C'est parce que, vous le savez, c'est une fonction du cerveau, c'est une alerte. On n'est pas fait pour dormir de manière profonde et inconsciente toute la nuit. Ce sont des systèmes de survie qui sont complètement normaux. Et donc là, obligatoirement, vous seriez là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Et si vous allez même plus loin, vous n'arriverez à vous rendormir que si vous lui avez dit, reviens vite te coucher pour que je remette en place mes stratégies de sommeil et que je puisse me rendormir. Donc les petits, avec lesquels on reste jusqu'à l'endormissement, certains d'entre eux, évidemment, comme je rappelle, le cerveau humain, il est hyper complexe. Chacun met en place ses stratégies de sommeil au niveau qui est le sien et au niveau sensibilité. De la sensibilité, quand je dis que ma fille est psychorigide, pour rire, mais de sa psychorigidité, de ses besoins de réassurance, de ses trucs. Pour ma fille, s'il y a une mini déviance, elle ne nous loupe pas, en fait. Et je sais qu'elle est comme ça. Et il y a certains enfants qui vont aussi avoir plus de facilité à l'adaptation à certaines choses, comme chez les adultes. Et donc, du coup, pour certains enfants, si vous vous endormez à leur côté, et s'ils s'endorment alors que vous êtes à leur côté,
eh bien, il est normal pour eux, même à un âge où ils peuvent avoir conscience que vous êtes partis de la chambre, qu'ils savent que tout ça, ils savent tout ça. Mais sauf que là, c'est pas une question de savoir, c'est le cerveau. Et donc, quand ils se réveillent dans la nuit, au lieu de passer un cycle de sommeil normal, le cerveau les réveille pour leur dire « Attention, déjà l'environnement a changé, donc tu ne le passes pas de manière inconsciente, tu passes ton cycle de sommeil de manière consciente, donc je te réveille vraiment. » Et en plus de ça, derrière, pour eux, ça veut dire qu'ils sont là « Mince, comment je fais pour me rendormir? J'y arrive pas, j'essaye un peu, mais j'y arrive pas. » Oui, parce que sa stratégie de sommeil, pour s'endormir, c'est qu'il y a quelqu'un... Donc, je vais voir papa et maman, je leur demande éventuellement de dormir dans leur lit, au moins je suis sûre qu'ils ne bougent pas. Je vais pouvoir dormir tranquillement. Papa et maman vont pas disparaître, je suis dans leur lit. Ça, moi, je trouve que c'est extrêmement intelligent. Tous ces petits qui viennent se glisser dans nos lits. Oui, tous ces petits qui sont habitués à ce qu'un adulte soit à leur côté pour s'endormir et qui hurlent jusqu'au bout de la nuit pour finir par dormir dans le lit des parents. Moi, je dis aux parents, oui, en fait. Il est intelligent, votre enfant. Ouais, il a besoin de dormir, lui aussi. Donc, il s'assure un bon sommeil de qualité. Puisque, a priori, vous n'allez pas disparaître de votre lit. Il a compris que vous y dormez tout le temps. Vous faites partie de sa stratégie de sommeil. Lui, il s'assure une belle nuit. Et les parents me disent « Ah oui, dis donc, avec nous, il dort toute la nuit. » Oui, c'est normal en fait. Son cerveau ne le réveille pas, il n'y a pas de changement d'environnement, tout va bien. Il passe ses cycles de sommeil, c'est génial. Mais là, du coup, maintenant, il faut se dire est-ce qu'on veut valider ça? Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut remettre en place du cododo. Alors, ça peut être le co-sleeping, ça peut être le partage de chambre, etc. Enfin, chacun sa configuration. Voilà. Et dans ces cas-là, mon enfant s'endort avec la présence de quelqu'un et tout le monde dort toute la nuit dans la même chambre et tout ira bien. Ou bien, dans ces cas-là, j'accompagne mon enfant vers l'expérience qu'il est possible de s'endormir sans personne à ses côtés. Et donc, il pourra dormir sereinement toute la nuit et se rendormir autant toute la nuit. Est-ce qu'il y a des problèmes de sommeil passé 6 ans? Est-ce que c'est tout ce dont on vient de parler, c'est de 0 à 6 ans? Ou est-ce qu'il y a des enfants qui ne peuvent toujours pas dormir, s'endormir seuls, toujours pas avoir une nuit complète sans réveil et venir réveiller papa, maman? Il y a des problèmes de sommeil toute la vie. Oui, alors ça, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un âge où ça devient un truc... Non. Il y a énormément d'études sur ce sujet, beaucoup faites aux États-Unis. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a cette idée du 6 ans, juste du fait de l'évolution des cycles de sommeil, mais ça n'a pas d'impact sur les troubles du sommeil, en fait. Quand il y a vraiment un trouble du sommeil, peu importe l'âge. Des micro-réveils, on en fait toute la vie. En fait... les études vont montrer, et c'est ça qui est assez alarmant, que je crois que c'est quasi tous, je ne sais plus si c'est 100%, mais c'est une énorme... Non, c'est un gros pourcentage, je l'ai mis dans mon livre, un gros pourcentage des enfants qui ont des troubles du sommeil enfants vont en avoir jusqu'à l'âge adulte, vont en avoir toute leur vie, en fait, à partir du moment où ce n'est pas résolu, en fait. Et il est possible de résoudre ces troubles du sommeil à n'importe quel âge. Ça, c'est aussi important de pouvoir le dire. Et non, ça ne s'arrête pas à 6 ans. Il y a beaucoup de parents qui vont, eux, avoir l'impression que ça s'arrête vers 3 ans, 4 ans, quand l'enfant est plus grand, parce que pour le parent, ça s'arrête, parce que l'enfant arrête de demander X fois le soir, etc. Parce qu'en fait, la sieste saute. Mais ce que j'explique aux parents, c'est que en réalité, les troubles du sommeil pour l'enfant, ils n'ont pas changé, eux. C'est simplement que l'enfant, il est couché tellement épuisé le soir, parce qu'il manque de sommeil, que du coup, désormais, il dort toute la nuit. Ce qui n'est pas valable pour les bébés. Les bébés, moins ils dorment la nuit aussi. Mais quand on commence à être plus grand et qu'il n'y a plus aucune sieste en journée, si la sieste saute, derrière l'enfant, le soir, il va... Mais par contre, pour beaucoup d'entre eux, ça va se transformer en terreur nocturne. Pour les plus sensibles, ça va faire des enfants qui vont certes dormir toute la nuit, mais qui vont faire des réveils en début de nuit en terreur nocturne. Donc ils ne sont pas réveillés, la terreur nocturne, et ils vont faire des hurlements ou ils vont faire des épisodes de somnambulisme au fur et à mesure. C'est des enfants qui peuvent faire aussi quand même pas mal de cauchemars, parce que le manque de sommeil, ça va aussi avoir une implication sur la journée, beaucoup d'insécurisation, beaucoup de difficultés à gérer les relations sociales, etc. etc. Et donc, pour certains parents, les troubles du sommeil s'arrêtent vers 3, 4, 5 ans, mais pas pour l'enfant en fait. C'est des enfants qui manquent de sommeil. Pour la plupart, quand on étudie vraiment le cas,
en fait. Et ça, c'est... Donc là, ce serait l'alerte, c'est se dire, il y a des terreurs nocturnes en début de nuit, donc finalement, il y a encore un manque de sommeil. Et mon enfant est très fatigué en journée, irritable, ou surexcité. Mon enfant n'arrive pas à se concentrer. Mon enfant, quand on est le week-end, s'endort dans la voiture. Qu'on fait des voyages, il s'endort dans la voiture. Les enfants qui s'endorment dans la voiture, si c'est en dehors des horaires habituels où eux dorment, c'est qu'ils sont en manque de sommeil. C'est des gros indicateurs. Sinon, ils ne s'endorment pas, en fait. S'ils ont eu le quota qu'il leur faut la nuit... Comme nous, en vrai. Exactement. Si en voiture, je m'endors, c'est que vraiment, j'étais fatiguée. C'est ça, ouais. Alors, si c'est ponctuel, c'est pas grave, encore une fois. Ah non, mais non. Si c'est quelque chose de récurrent, complètement. C'est là où on s'inquiète et on... Manquer de sommeil de manière ponctuelle, notre corps, il sait le gérer en soi. Même si on rattrape jamais le sommeil, etc., on n'est pas fait pour dormir de manière... c'est compliqué d'avoir une vie où c'est tout le temps régulier, quoi. Voilà. On a des imprévus, il y a des aléas dans la vie. Si on repense à nos modes de vie et de survie, l'être humain, heureusement, il est fait pour s'adapter à du sommeil plus ou moins par moment. Par contre, le manque de sommeil chronique, là, ça devient vraiment impactant sur la santé. Ouais. Alors, j'ai une dernière question, parce que ça fait déjà 1h20, on a fait ton livre, on pourrait faire 3 heures, je pense. Oui. La vie, elle n'est pas linéaire. Il arrive très souvent dans la vie des enfants qu'il y ait des traumas, des choses difficiles à gérer. Et ça peut être un trauma, l'arrivée d'une petite sœur ou un petit frère, une hospitalisation, une maladie, une séparation des parents, un décès, qui va du coup impacter le sommeil de l'enfant. Est-ce qu'il y a une formule là qu'on peut appliquer pour un événement traumatique? Il y a quelque chose à faire en particulier, puisque ça vient rentrer dans d'autres cases. Alors, il y a des choses à faire à côté, éventuellement, si on est du côté du trauma. Bien sûr, oui. Du trauma. Si on est du côté des événements de vie qui sont un petit peu bouleversants, ça, automatiquement, oui, le sommeil, il est impacté. Ça fait partie des perturbateurs de la liste des 8 familles. Et c'est normal, en fait. Et oui, il y a des choses à faire. Et c'est important de le faire. En fait, le sommeil, il est vraiment lié à notre sentiment de sécurité. Et à la fois, je dis pas ça en posant les mots comme aux parents, votre bébé est une éponge, c'est parce que vous êtes stressé qu'il ne dort pas, c'est parce que vous allez mal qu'il ne dort pas. Toutes ces phrases-là sont atroces. Pour moi, elles sont extrêmement difficiles. Un parent a le droit d'être stressé, a le droit de vivre plein d'événements dans sa vie, il a le droit d'être traumatisé, et il est quand même en mesure d'être en capacité de sécuriser son enfant et d'avoir un enfant qui dort bien. Et ça, c'est hyper important de le dire. Et ça se fait de manière ultra simple, en fait. Il s'agit simplement de poser des mots pour rétablir le cadre de sécurité de son enfant. Et de manière très simple, les enfants, ils ont simplement besoin, moi c'est ce que je dis aux parents, c'est à faire très 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 régulièrement, quand eux-mêmes ont des émotions, sont dans un moment de stress ou autre, et qui sentent que hop, ça va impacter un peu le sommeil de l'enfant, que lui aussi il a du mal à s'endormir, etc. Dans ces cas-là, quel que soit l'âge de l'enfant, qu'il ait 1 semaine ou qu'il ait 12 ans, c'est la même chose. Je prends un temps avec mon enfant, je vais le voir, et je lui dis, oui, là, tu as vu que papa ou maman était stressé. Oui, il se passe quelque chose pour nous. Oui, il s'est passé quelque chose pour toi. Oui, il y a une petite sœur. Oui, tu as été à l'hôpital. Oui, il y a eu une maladie. Oui, papa et maman se séparent. Sans rentrer dans les détails. Mais je valide ce que l'enfant a vu. Ça, c'est hyper important. Et derrière, on dit, mais pour toi, tout va bien. Toi, tu es en sécurité. Papa et maman, ils règlent ça avec des adultes. Toi, tu peux continuer ta vie de bébé. Tu peux dormir sereinement, manger sereinement. Papa et maman, ils sont là pour toi. Pour toi, tout va bien. Tu es en sécurité. Et juste reposer ces mots-là, reposer la place de l'enfant, en fait. L'enfant, il est lié, bien sûr. La communication, il est extrêmement ancré dans la communication non verbale. Et les émotions, c'est quelque chose qu'il va ressentir automatiquement. Et quand on revient à la survie, si les enfants n'étaient pas connectés comme ça, ce serait quand même dangereux pour eux dans une grotte ou dans une forêt s'ils n'étaient pas connectés à l'énergie émotionnelle de la tribu. Ça permet de savoir s'il y a un jaguar dans les parages ou pas, s'il faut être prêt à courir. Donc, ils se connectent automatiquement. Et là, de reposer quelques mots simplement pour dire à l'enfant, pour toi, tout va bien, papa et maman, ils s'en occupent. En effet, il se passe bien quelque chose, mais papa et maman, ils s'en occupent. Et toi, tu peux continuer ta vie de bébé. En fait, on remet les choses à leur place. Et là, le bébé, lui, et l'enfant,
aussi, hein, même à 12 ans, ça fait hyper du bien. Même à 18 ans, même adulte, je pense que ça peut faire du bien. Beaucoup de mères... tu avais la question du lâcher-prise qui est pour moi hyper importante, en fait. Le lâcher-prise, il ne peut pas être présent, parce qu'on dit aux parents « lâchez prise, ça ira mieux, lâchez prise, votre enfant dormira, etc. » C'est le même type de phrase vraiment, vraiment très difficile, parce que je suis convaincue, et je pense qu'on est tous convaincus, que tous les parents aimeraient être des parents détendus, heureux, sereins, lâcher prise, etc. Tous les parents aimeraient être ça. Et si on est tendu, stressé, que c'est difficile, c'est qu'on ne peut pas lâcher prise. C'est qu'on ne peut pas. S'il pouvait, il le ferait, en fait. Donc, poser ces mots-là, c'est... et on ne peut lâcher prise, on ne peut être serein que quand on est sécurisé. Donc, pour être sécurisé, un enfant, on pose des mots, on rétablit le cadre de la sécurité. Mais si seulement certains adultes pouvaient être dans le soin de ces parents-là et venir poser ces mots-là aussi, et pouvoir les sécuriser, poser un cadre de sécurité. Un parent sécurisé, c'est un parent, oui, qui peut lâcher prise. Et cette sécurité-là, tant qu'on ne l'a pas, et que quelqu'un ne vient pas prendre soin et nous sécuriser, on fait ce qu'on peut, mais on ne va certainement pas lâcher prise. C'est pas possible. On n'est pas en sécurité, en fait. Donc l'enfant va pouvoir relâcher prise sur son sommeil, etc., si le parent rétablit son cadre de sécurité. Et tout parent, quel que soit son état, est à même de reposer le cadre de la sécurité pour son enfant. Même quand on va très mal, poser ces 3 mots-là, c'est faisable, en fait. Notre posture a une grosse influence sur la qualité du sommeil et l'hygiène de nos enfants. Oui, donc on a du pouvoir, encore une fois. Mais... Bien sûr, on a du pouvoir, mais pas que du côté de la culpabilisation. Oui. Mon enfant ne dort pas parce que je ne vais pas bien, etc. J'ai le nombre de parents qui m'ont dit, je suis allée voir un kinésiologue, il m'a dit que c'était à cause du traumatisme de mon accouchement. Ok, super, alors comment vous allez faire? Parce que ça veut dire que l'enfant est condamné à vie à ne pas bien dormir parce qu'il y a eu un trauma au moment de l'accouchement. Et il y a juste ça qui est posé, en fait. Et je dis aux parents, mais du coup, comment ça se résout? Il faudrait des séances et des séances et des séances, mais bon, globalement, il ne dormira jamais bien parce qu'il a été traumatisé au moment de l'accouchement. Ce serait dommage si la sécurité, elle tenait qu'à ça chez l'être humain. Moi, ce que je dis aux parents, c'est pas du tout. Venez poser des mots auprès de votre enfant et vous pouvez rétablir son cadre de sécurité. Bien sûr qu'il y aura des choses à travailler pour lui sur ce traumatisme, et pour vous aussi dans votre relation à l'avenir, mais ça n'empêche pas de dormir. On peut resécuriser, c'est possible. Et la deuxième chose que je dis aux parents pour ce qui est des moments de sortie ou de perturbation, c'est idéalement on conserve le cadre. Un enfant qui est malade, qui ne dort plus, qui n'a pas très bien dormi, qui demande des choses, idéalement, on ne change pas le cadre de sommeil. Et si on le change, quelle que soit la raison, parce qu'on a eu besoin de le changer, c'est important de se respecter, il faut juste se dire que derrière, quand tout ira bien, il y aura juste à le remettre en place, simplement. Merci beaucoup, Caroline. C'était complet. Je sais qu'il y a beaucoup plus de choses. Encore une fois, je redonne ton livre, Le grand guide du sommeil de mon bébé, les 0-5 ans, qui est aux éditions Hachette. Il y a aussi ton site, il y a plein de ressources un peu partout que vous pouvez trouver. J'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, à faire le tri, à vous dire que ce pouvoir-là, vous l'avez. Je suis la première à avoir eu plein de soucis avec le sommeil d'une de mes filles notamment. Et j'ai aussi, comme tout le monde, essayé à droite à gauche de faire plein de choses. Donc ça me donne aussi à moi des petites clés. Et je suis contente de savoir qu'on peut changer ça un jour, on peut quand même sortir, parce que ça peut devenir dangereux pour le parent. Ce manque de sommeil récurrent, on parle de la santé de l'enfant, mais c'est vrai que l'adulte qui est en charge d'un enfant, de sa sécurité, qui ne dort pas, c'est une torture immense, et qui peut mettre en danger l'enfant finalement parce qu'il n'y arrive plus et qu'il va péter les plombs plus vite et qu'il va potentiellement taper d'ailleurs et être dans des situations qui sont complètement très dures alors que c'était simplement un manque de sommeil. Oui, complètement. Et on a même des parents qui
souvent, quand on n'est pas parent, justement, qu'on n'a pas vécu les troubles du sommeil, on peut se dire, mais ces parents, les bébés secoués, c'est inimaginable, ces bébés maltraités, c'est inimaginable. Et puis, quand on est parent et qu'on vit le manque de sommeil, eh bien, on se dit, bien sûr que c'est atroce, mais ça devient plus inimaginable. On comprend pourquoi ça peut arriver. Parce que le manque de sommeil, ça rend fou, en fait. Le manque de sommeil, ça rend quiconque sain d'esprit potentiellement fou. Et on peut avoir des gestes qu'on n'aurait jamais imaginé avoir. Donc, c'est extrêmement important de prendre soin du sommeil de votre enfant pour sa santé, mais c'est extrêmement important de prendre soin de votre sommeil, en fait, pour votre santé mentale. Merci Caroline. Avec plaisir.